Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très controversé et je vais essayer de vous expliquer vraiment ma vision des choses. Est-ce que Ethereum est déflationniste ou pas? Et ça, c'est une très bonne question et justement, on va essayer de s'appuyer sur des chiffres qui sont les plus précis possibles. Alors pour ceux qui débutent dans le secteur de la crypto-monnaie, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, vous apprendrez plein de bonnes choses pour pouvoir apprendre à investir correctement. Alors tout d'abord, il faut revenir sur les termes inflation et déflation. Qu'est-ce que l'inflation? C'est l'augmentation du nombre de jetons en circulation et donc de ce fait une diminution du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'une déflation? C'est la diminution du nombre de jetons en circulation et de ce fait une augmentation du pouvoir d'achat. Alors si on regarde le principe du fonctionnement du réseau Ethereum, comment ça se passe? Chaque bloc va être créé toutes les 12 à 14 secondes et à chaque bloc validé, il va y avoir deux Ethers qui vont être créés. Ce qu'il faut ajouter à cela, on a les frais de base qui vont être plus élevés plus la transaction va être complexe et on va avoir des frais pour passer en priorité. Donc si on a un bloc, il est fait de cette manière-là. Un bloc de transaction, il est fait de cette manière-là. Il faut parler des blocs Homer. Alors ce sont des blocs qui sont exceptionnels et je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce que c'est et comment ils fonctionnent. C'est anciennement des blocs qui étaient appelés des blocs oncles. Pour ceux qui connaissent un peu le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle des blocs orphelins chez Bitcoin. Alors ça, ces blocs Homer, ils vont se produire quand on va avoir deux blocs qui vont être créés simultanément. Donc, sur Bitcoin, on a un bloc toutes les 10 minutes et on a un temps de propagation de 12 secondes. Ce qui fait qu'on a peu de blocs orphelins. Par contre, vu comme nous, les blocs sur Ethereum sont créés toutes les 12 à 14 secondes, le temps de propagation est aussi long que le temps de création d'un bloc. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de blocs Homer qui sont créés régulièrement. Pourquoi on appelait ça des blocs oncles? Parce qu'en fait, ça vient de la relation familiale. On a un père qui va avoir deux fils, donc deux blocs, et chacun de ses fils va voir par exemple des fils également, un fils en dessous, et donc le fils du premier fils, donc son petit-fils, et ben le frère de son père, ça sera son oncle, d'où l'appellation bloc-oncle. C'est une notion qu'on va retrouver dans l'arbre de Merkle, pour ceux que ça intéresse. Et souvent, c'est lié plutôt à des bugs de code ou à des accidents de processus de minage. Le réseau Ethereum a mis en place le protocole Ghost qui va permettre de choisir le meilleur bloc pour intégrer dans la suite. Globalement, le bloc Homer il doit être intégré dans les 7 blocs suivants qui vont être dans la blockchain. Contrairement au BTC qui va laisser derrière lui justement ce bloc tout seul et donc cette différence entre un bloc orphelin et un bloc oncle, d'où les différences d'appellation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous avez un mineur sur la blockchain Ethereum qui va valider un bloc Homer, il va recevoir 87,5% de la récompense normale. Donc ça va rajouter une inflation en plus de l'inflation, on va dire, traditionnelle. Et les mineurs qui va intégrer le bloc Homer dans la chaîne, il sera payé 12,5% de récompense supplémentaire et il peut ajouter jusqu'à 7 blocs des sous-blocs du bloc Homer. Et actuellement, on estime à 5% l'émission principale, soit 250 000 Ethers en 2020. Je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents à ce sujet. Donc si vous avez d'autres chiffres, ça m'intéresse. Maintenant, il faut parler un petit peu de la partie qui a été mise en place pour justement réduire cette inflation. En août 2021, lors du Hard Fork London, on a l'EIP 1559 qui est apparu, qui brûle une partie des frais de base à chaque transaction. Et donc on a les frais de base qui sont définis par le protocole via l'élasticité de la taille de bloc. Donc si on regarde ici, par exemple, nos blocs, donc ici c'est la génération de nos blocs, et là on a les frais de base plus les frais de priorité. Ce qui va être brûlé dans l'EIP 1559, ce sont des frais de base. Donc ici, on a des frais de base qui sont de 8 gwei avec 1 gwei de priorité. Et donc là, on voit qu'on a eu 0.0278 Ethers qui ont été brûlés. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à certaines périodes, en fait, les frais brûlés par l'EIP 1559 vont dépasser en fait la taille de bloc. Et donc, on se retrouve à certaines périodes en déflation. Et pourquoi des fois les frais ils éclatent totalement? Tout simplement parce que la blockchain est congestionnée. Et quand la blockchain est congestionnée, le montant des frais va éclater. Et plus le montant des frais va éclater, plus ça va brûler. On s'aperçoit qu'en fait, ces différents pics, ils ont surtout été liés au marché des NFT, où on a des transactions qui étaient extrêmement coûteuses, qui passaient très rapidement, avec des frais qui étaient vraiment très importants. Maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de regarder vraiment l'inflation qui est réelle. Donc si on va sur le site de Messari et qu'on regarde ici sur les 5 dernières années, on s'aperçoit que l'inflation, elle est à 4,031. Mais moi, j'ai vraiment envie de la calculer. Et donc pour ça, on va aller sur Glassnode. Et ici, on regarde, on a à peu près 13 500 Ethers qui sont créés par jour. Donc là, il faut bien retenir ce nombre-là parce que ça va être très important.
Ensuite, un autre nombre qui va être intéressant, c'est de regarder justement le nombre d'Ethers qui est brûlé par jour. Donc là, il faut aller sur Ultrasound Money et on va voir qu'il y a 1500 Ethers qui sont brûlés chaque jour. Donc on voit qu'on en a 13 520 qui sont créés d'un côté et 1500 qui sont brûlés de l'autre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la supply. Donc on voit qu'on est à 120,11 millions et on va mettre toutes ces données-là dans un fichier Excel. Donc ici, on a le nombre d'Ethers qui est créé par jour. Donc on a dit 13 520. Ensuite, ici, on a le nombre d'Ethers qui sont brûlés par jour actuellement. Donc là, on est à 1553. Et on a la supply totale qui est de 120 110 000. Donc voilà les trois informations qui sont intéressantes. Donc ici, on va commencer par prendre le nombre d'Ethers créés par jour et on va le multiplier par 365. Donc ce qui nous donne à peu près 4,9 millions d'Ethers créés. Et si vous regardez dans la documentation, c'est à peu près la réalité. On ne va pas prendre en compte les blocs homères parce qu'on n'a pas assez d'informations sur ce sujet-là. Ensuite, ici, on va regarder le pourcentage d'inflation que ça représente par rapport aux 120 millions qui ont été identifiés. Donc ici, on va prendre le nombre d'Ethers qui sont créés, on va le multiplier par 100 et on va diviser par la supply totale. Donc on voit que finalement, on est bien à 4,1 d'inflation brute annuelle. Donc là, on va mettre inflation brute. Donc 4,1%, c'est le taux normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever à ce chiffre-là les Ethers qui sont brûlés. Donc ici, on va multiplier ça par 365 pour avoir ça à l'année. Donc on voit qu'on a 566 000 qui sont brûlés. Donc on va reprendre notre chiffre qui est là pour enlever les Ethers qui sont brûlés. Donc ça, c'est réellement les Ethers qui seront mis en plus en circulation. Et donc cette fois-ci, si on prend celui-ci, qu'on multiplie par 100 et qu'on divise par la supply actuelle, on voit qu'on est réellement à 3,63% de taux d'inflation. Donc on a effectivement une inflation qui est actuelle de 3,63, donc on a une inflation qui est positive. Donc on n'est pas en déflation. Après, il est arrivé à des moments où en fait l'inflation était assez basse, où on avait justement un taux qui était brûlé, qui était très important, et donc on s'est retrouvé à avoir une inflation qui était en dessous de celle de Bitcoin. Donc par exemple en août 2021, on avait une inflation d'Ethereum qui était de 1,11 alors que l'inflation du BTC, elle est de 1,75 annualisée. Donc on voit que dans certaines périodes, on peut se retrouver avec des inflations qui sont vraiment très faibles. Ensuite, on a des diminutions qui sont encore plus fortes, qui sont possibles à venir grâce au merge d'Ethereum. Et je vais vous faire une vidéo complète sur le sujet et donc je vous inviterai à aller la voir. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Donc de la proof of work à la proof of stake. On va maintenir le EP 1559. Donc c'est-à-dire qu'on va maintenir le fait de brûler directement les bases filles. Ensuite, l'émission qui était à peu près de 13 000 Ethers par jour, elle va passer à 1600 Ethers par jour. Soit un passage d'émission brute de 4,13 à 0,49. Donc on passe de 4 millions 9 d'Ethers créés par an à 584 000. Donc on voit qu'on a une réduction quasiment de 90% de l'émission. Donc tout à l'heure, quand on faisait notre calcul, on voit qu'on a brûlé 556 000 Ethers sur la dernière année en termes d'approximation. Donc on voit qu'on peut très facilement être en déflation. Et là, on est dans une période où il y a très peu de transactions, donc c'est-à-dire que les bases fees sont très peu élevées. Par contre, si on est dans un moment où les bases fees sont très hauts, et ben là, on va tout de suite se retrouver en déflation. Et justement, c'est ce qu'expliquait cette personne-là. Donc là, on voit directement l'implémentation de l'EIP 1559 et on voit le merge. Et en fait, au niveau du merge, on voit vraiment qu'il y a une cassure et que là, on passe même en déflation en fait sur cette période-là. Donc ça sera très facile d'être en déflation à partir du moment où on aura fait le merge. Et si jamais cette vidéo sort et que le merge a déjà été fait, vous pourrez reprendre les calculs et vous pourrez voir justement tous ces éléments-là. Si on va sur le site de Ultrasound Money, ici vous avez la possibilité de simuler le merge et donc on s'aperçoit justement qu'on a une supply qui va vraiment diminuer et qui atteint même 0,0% à l'heure actuelle. Donc on a déjà à l'équilibre. Alors pour bien comprendre comment va fonctionner le merge, c'est qu'aujourd'hui pour être validateur sur la blockchain Ethereum, vous allez avoir besoin de 32 Ethers et il va falloir attendre la mise à jour Shanghai pour que les nouveaux Ethers émis sur cette proof of stake puissent être vendus sur le réseau. Aujourd'hui, les nouveaux Ethers vont être bloqués avec les 32 Ethers qui sont déjà verrouillés et vous n'avez aucun avantage à avoir plus de 32 Ethers qui sont bloqués. Par contre, les frais de transaction qui sont gagnés, eux, pourront être vendus. Donc, il faut bien faire une différence entre la couche d'exécution et la couche de consensus. Donc, la couche d'exécution, ça va être les frais de transaction. Et après, on a la couche consensus qui est la création justement des nouveaux blocs. Et il faut bien comprendre qu'également, il y a des pénalités qui sont appliquées pour le non-respect des consignes.
Donc les personnes qui ont stacké des Ethers qui ne respectent pas les consignes, elles vont avoir des jetons qui vont être brûlés si jamais elles font n'importe quoi, et donc ça va réduire encore la supply. Donc on voit que finalement, on est aujourd'hui sur une période qui est plutôt inflationniste, même si elle est assez faible et de temps en temps, elle est même descendue en déflation. Mais avec le merge Ethereum, ça va complètement changer la donne. Et si vous regardez cette vidéo alors que le merge a déjà été fait, eh ben vous pouvez justement constater qu'on sera beaucoup plus souvent en déflation qu'en inflation. Et donc, ça va avoir une pression qui est plutôt haussière sur le prix de l'Ether. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aussi, vous êtes arrivé à calculer assez facilement justement ces éléments-là pour pouvoir les comparer et être sûr des informations que vous avez pu récupérer. Pour information, on a également d'autres canaux de réseaux sociaux sur lesquels on communique, que ce soit Telegram, Twitter ou encore Facebook. Donc je vous invite à regarder les liens dans la description parce qu'on partage plein d'autres infos qui sont complémentaires à YouTube. J'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!